Une fille est sortie se promener et a disparu dans des circonstances mystérieuses. La police a immédiatement commencé les recherches et a rapidement trouvé des pistes inquiétantes. Cependant, l'affaire est restée non résolue pendant 30 ans, jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent finalement quelques détails. Néanmoins, de nouvelles questions ont émergé. Melissa Trumbull est née le 1er mars 1977 à Lawrence, Massachusetts. Un mois après sa naissance, ses parents biologiques l'ont mise en adoption. Ses nouveaux parents étaient Janet et Robert Trumbull. Melissa a grandi dans la ville voisine de Salem. Elle était très active, s'intéressait à la mode et au chant, et aimait lire depuis son plus jeune âge. À l'école, elle avait beaucoup d'amis, et après les cours, elle fréquentait souvent une organisation similaire aux Boy Scouts, mais pour les enfants des deux sexes. Lorsque Melissa avait 9 ans, ses parents adoptifs ont divorcé et son père a cessé de s'occuper d'elle. Après un certain temps, sa mère a commencé à sortir avec un autre homme nommé Robert, qui ne vivait pas avec eux. Le 11 septembre 1988, Melissa et sa mère se sont rendues à Lawrence, où Janet prévoyait de rencontrer Robert. Elles allaient souvent dans un bar local, et Janet emmenait souvent sa fille car elle n'avait personne pour la garder. Normalement, la mère permettait à Melissa de jouer dehors parce que la fille s'ennuyait en restant assise dans le bar. Janet l'avertissait de ne pas s'éloigner, et Melissa passait du temps dans les rues adjacentes. Comme elle fréquentait souvent ce bar, la fille connaissait les enfants du quartier et jouait souvent avec eux. Ce jour-là, Melissa passait du temps dehors et rendait visite à sa mère de temps en temps. Lors d'une de ces visites, le barman lui a préparé du pop-corn et la fille a dit qu'elle reviendrait bientôt. Mais elle n'est jamais retournée au bar. Vers 4 heures de l'après-midi, sa mère a commencé à s'inquiéter car Melissa était partie depuis longtemps. Elle est sortie, a vérifié la voiture, mais sa fille n'était nulle part. Ensuite, avec Robert, ils ont commencé à la chercher en parcourant rue par rue. Ils n'ont pas réussi à trouver Melissa et après quelques heures, vers 9 heures du soir, Janet a décidé d'appeler la police. Les agents ont immédiatement commencé à chercher, mais ils n'ont pas non plus pu trouver la fille. L'obscurité a rendu la tâche beaucoup plus difficile, mais la police a continué à chercher Melissa jusqu'à tard dans la nuit. Ils ont également envisagé la possibilité que la fille ait pu s'enfuir. Cependant, sa mère a insisté sur le fait que Melissa avait peur du noir et n'aimait pas être seule. Elle ne se serait donc jamais enfuie. Le lendemain, la localisation de Melissa restait inconnue et les recherches se sont poursuivies. Vers 3 heures de l'après-midi, un travailleur ferroviaire a appelé la police. Il effectuait une inspection de l'ancien nœud ferroviaire, situé à seulement quelques centaines de mètres du bar. Ce nœud était assez grand, avec 8 voies à son point le plus large, dont beaucoup n'étaient non plus utilisées. Entre les wagons vides, il a remarqué quelque chose d'étrange. En s'approchant, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé un indice important et l'a immédiatement signalé à la police. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont rapidement compris qu'ils avaient trouvé Melissa Tremblay. De plus, près des indices se trouvait un sac à main avec son nom, ce qui a confirmé leurs soupçons. Les enquêteurs ont trouvé des preuves sur les rails, qui étaient encore en service, et ont remarqué qu'elles avaient été endommagées par un train. Ils ont soupçonné que les dommages avaient été causés par le passage d'un train, car ce tronçon de la voie était en service. Cependant, des doutes sont immédiatement apparus quant à savoir si c'était vraiment la cause de la disparition. L'enquêteur principal a remarqué certains points étranges qui ne correspondaient pas à cette version. Premièrement, le sac à main, dans lequel une carte portant le nom de Melissa a été trouvée, était à presque 20 mètres du lieu présumé du crime. Si la disparition avait été causée par un accident sur les rails, le sac à main n'aurait guère pu se trouver aussi loin. Deuxièmement, l'enquêteur a remarqué de nombreuses traces sur le sol près du sac à main et quelques marques d'un rouge bordeaux vif. Cela l'a amené à penser que l'incident n'était pas un accident.
Il est probable que tout se soit passé à cet endroit et qu'un auteur inconnu ait ensuite apporté les preuves sur les rails pour donner l'impression d'un accident. Un autre facteur indiquant un crime était le lieu lui-même. Le nœud ferroviaire, avec ses dizaines de wagons vides, attirait souvent des sans-abri et ceux qui cherchaient un endroit isolé pour des activités douteuses. Par conséquent, l'enquêteur soupçonnait que quelqu'un de ce groupe pourrait être impliqué dans l'affaire. Les preuves trouvées ont été remises à des experts médicaux, et la police a immédiatement commencé à chercher d'autres indices. Aucun indice n'a pu être trouvé sur le lieu où Melissa a été retrouvée. Alors les enquêteurs ont décidé de se concentrer sur la recherche de témoins pour reconstituer la chronologie des événements. Ils ont d'abord parlé à un employé de la compagnie ferroviaire qui a rapporté qu'1 jour avant l'incident, il avait vu une fille ressemblant à Melissa près des voies. Amen. Il l'avait avertie des dangers de rester sur les voies, et la fille était partie. Ensuite, les policiers se sont adressés à une femme qui vit près d'un bar et qui connaît Melissa depuis de nombreux mois. Ses enfants étaient amis avec Melissa et la fille leur rendait souvent visite. Ce jour-là, Melissa était venue chez elle pour inviter les enfants à jouer. Mais la femme ne les avait pas laissés partir parce que les enfants s'étaient mal comportés et Melissa était partie seule. Bientôt, les enquêteurs ont trouvé un autre témoin qui a fourni le premier indice significatif. Il a rapporté qu'il avait vu une fille ressemblant à Melissa près d'une camionnette, à une intersection près du nœud ferroviaire. La fille parlait avec le conducteur. Le témoin a décrit l'homme comme étant grand et d'apparence désagréable, d'environ 30 ans, avec des cheveux foncés et une grande barbe. La camionnette était vieille, marron et rouillée. Les policiers ont suspecté que cet homme pourrait être lié à l'incident et ont commencé à chercher des véhicules similaires. Les experts médicaux ont examiné les preuves et ont déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un accident. L'affaire a été requalifiée en crime de premier degré et les enquêteurs ont commencé à chercher le coupable. Ils n'avaient qu'une seule piste, la description d'une camionnette vue près de Melissa peu avant sa disparition. La police a commencé à chercher des véhicules similaires, mais elle se heurtait constamment à des obstacles. Le problème était qu'il était presque impossible de lier le propriétaire au crime, même s'il trouvait la bonne camionnette, sans aveu. À cette époque, l'analyse ADN n'était pas utilisée et il n'y avait pas d'autres preuves dans la camionnette, comme les affaires de Melissa ou des empreintes digitales. La police a également essayé de trouver de nouveaux témoins et a interrogé des centaines de résidents, mais sans succès. La recherche de la camionnette et d'autres indices a duré plusieurs mois, mais finalement l'affaire s'est arrêtée. L'affaire Melissa a été largement discutée dans les médias et le public a commencé à blâmer sa mère. Les gens étaient indignés que la femme laisse sa fille se promener seule, surtout près d'un endroit aussi dangereux qu'un carrefour ferroviaire abandonné. Ils étaient encore plus indignés que la mère soit dans un bar à ce moment-là. Les journaux ont commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Janet avait des problèmes d'alcool après le divorce et négligeait ses devoirs parentaux. Le public a également blâmé les services sociaux pour leur inaction, car ils n'étaient pas intervenus. Janet a refusé de parler aux journalistes et de répondre à leurs questions. Le centre d'accueil a déclaré qu'il était au courant de la situation difficile de la famille et avait essayé d'aider, mais n'avait pas pensé à prendre Melissa en charge. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient de se concentrer sur la recherche de la camionnette, la seule piste qui pouvait aider dans l'enquête. Ils ont examiné de nouvelles théories et hypothèses pour essayer de faire avancer l'affaire. Mais chaque nouvelle piste menait à une autre impasse, et l'enquête n'avançait pas. En 2000, 12 ans après l'incident, les enquêteurs avaient un premier suspect sérieux. Tommy Lynn, qui avait avoué 22 épisodes criminels, suscita l'intérêt des enquêteurs dans l'affaire Melissa car beaucoup de ses actes correspondaient aux détails de cet incident. De plus, Tommy ressemblait au conducteur de la camionnette qui avait été vu près de la fille, et il passait souvent la nuit dans des wagons vides en voyageant à travers différents États.
Cependant, malgré toutes les coïncidences, les enquêteurs ne purent en trouver aucune preuve que Tommy se trouvait près de Lawrence à cette époque. Au contraire, ils conclurent qu'il se trouvait dans un autre État. La police a réexaminé l'affaire de nombreuses fois et a examiné des suspects possibles, mais sans succès. La situation ne changea pas pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2013, une nouvelle piste apparut. Les enquêteurs, qui arrêtèrent un homme de Lawrence dans une autre affaire, entendirent de lui des informations sur l'incident avec Melissa. L'homme raconta qu'en 1988, lorsqu'il avait 13 ans, il commettait de petits délits avec des voitures. Le jour de la disparition de Melissa, il remarqua une fille assise sur les marches d'un bar, à côté d'un homme nommé Mike. Le témoin connaissait Mike et savait qu'il avait une réputation douteuse. Après être passé, il revint 10 minutes plus tard et vit la fille partir avec Mike et un autre homme qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait gardé le silence pendant 25 ans, l'homme expliqua qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la police. Après avoir appris l'incident et reconnu qu'il avait vu la fille en question, il en discuta avec son frère, qui lui conseilla de ne pas s'impliquer. Cependant, les enquêteurs découvrirent immédiatement une grave contradiction dans son histoire. Le témoin affirmait avoir vu la fille le soir quand il faisait noir, tandis que sa recherche commença vers 4 heures de l'après-midi, quand il faisait encore jour. Étant donné que tout le monde dans le bar savait qu'elle avait disparu et que sa mère l'avait cherchée pendant plusieurs heures, il était improbable que la fille soit assise sur les marches du bar, sans être remarquée. La police soupçonna que le témoin avait pu voir une autre fille ou que sa déclaration n'était pas vraie. Malgré ces doutes, ils enquêtèrent sur la possible implication de Mike, mais sans progrès dans cette direction. En 2014, il a été décidé de rouvrir une ancienne affaire basée sur le témoignage d'un témoin. À ce moment-là, l'analyse de l'ADN était largement utilisée et les enquêteurs espéraient que les experts trouveraient de nouvelles preuves. Ils ont commencé par examiner les vêtements de Melissa et d'autres objets, mais n'ont trouvé aucun ADN étranger dessus. Parmi les preuves, il y avait des échantillons de sous les ongles qui ont également été analysés. Les experts ont effectivement trouvé des particules de peau étrangères qu'ils ont envoyées au laboratoire. Mais ici, un nouveau problème est apparu. Ils n'ont réussi à obtenir qu'un profil partiel d'un homme inconnu, ce qui n'était pas suffisant pour rechercher dans les bases de données. Les enquêteurs ne se sont pas découragés et se sont tournés vers une entreprise de généalogie. Les spécialistes ont examiné l'échantillon et ont commencé à chercher des propriétaires possibles dans les bases de données disponibles. Le travail était difficile car l'échantillon partiel ne permettait pas une identification précise de la personne. Cependant, ils ont trouvé un parent possible du propriétaire de l'échantillon et sont tombés sur la famille McClinton. Les enquêteurs ont commencé à examiner les membres de cette famille pour identifier le coupable possible. Cela a pris plusieurs années en raison de l'absence d'un profil complet d'ADN. Ils ont vérifié qui aurait pu être à Lawrence en 1988, correspondant à l'âge et à d'autres paramètres. Enfin, ils ont réduit le cercle à 2 frères, dont l'un était Marvin McClinton. Il vivait en Alabama, mais à la fin des années 80, il avait vécu à 20 minutes de Lawrence et avait travaillé comme charpentier. De plus, il fréquentait souvent une église près du bar où Melissa avait été. Marvin avait également travaillé comme gardien de prison pendant environ 30 ans, bien que par intermittence. Et en 88, il était dans une de ses pauses. Les enquêteurs ont découvert qu'il possédait à l'époque une vieille fourgonnette marron. Il est remarquable qu'il n'ait pas eu de casier judiciaire, à part de nombreuses amendes pour non-port de la ceinture de sécurité. Marvin avait été marié 2 fois, mais les 2 femmes l'avaient quitté. Il avait 2 fils de son premier mariage avec lesquels il n'avait pas de relations étroites. Pendant que les enquêteurs cherchaient un suspect, la mère de Melissa n'a jamais attendu que l'affaire soit résolue. Elle a longtemps lutté contre sa maladie et n'a jamais découvert qui était responsable de la disparition de sa fille.
Après avoir rassemblé toutes les informations possibles sur Marvin et ses proches, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion qu'il était probablement le coupable. En 2021, les enquêteurs se sont rendus en Alabama pour interroger Martin sur les événements de la fin des années 80. Lorsqu'il s'est agi de l'incident avec Melissa, il a catégoriquement nié sa participation. Cependant, lorsqu'il a appris que l'ADN de l'un de ses proches parents avait été trouvé sur les preuves, Martin a supposé que cela pouvait être son frère. La même année, Martin a volontairement donné un échantillon d'ADN. Mais les experts n'ont pas pu trouver de correspondance complète. Le profil ADN partiel trouvé sous les ongles de Melissa indiquait que Martin était soit l'auteur du crime, soit étroitement lié à lui. Après avoir examiné tous ses proches parents masculins, les enquêteurs ont déterminé qu'aucun d'entre eux n'avait la possibilité de commettre ce crime. Les soupçons sont revenus sur Martin. Sachant qu'il serait difficile d'obtenir une condamnation sans une correspondance ADN complète, ils ont passé une année supplémentaire à chercher des preuves supplémentaires. Les enquêteurs ont également examiné Mike, l'homme qu'un garçon de 13 ans avait prétendument vu avec une fille ressemblant à Melissa sur les marches d'un bar. Après avoir obtenu son échantillon d'ADN, les experts ont déterminé qu'il ne pouvait pas être la personne dont les particules de peau avaient été trouvées sous les ongles. Mike a été définitivement retiré de la liste des suspects. Les enquêteurs ont continué à rendre visite à Martin et à lui poser diverses questions. En avril 2022, ils ont décidé de l'arrêter malgré ses protestations continues d'innocence. Lors de son arrestation, Martin a fait un commentaire suspect. « Au moins, j'ai reçu 20 ans de ma pension. » À ce moment-là, il avait 74 ans et a été envoyé en prison en attendant son procès. Le juge l'a placé sous surveillance constante, car d'autres détenus avaient appris de quoi il était accusé et qu'il avait auparavant travaillé comme gardien de prison. Faute de preuves concluantes, l'accusation s'est appuyée sur le processus d'exclusion. L'ADN d'un membre de la famille de Martin a été trouvé sous les ongles de Melissa, mais aucun de ses proches parents n'avait la possibilité de commettre le crime. Quant aux parents éloignés, la correspondance de leur ADN n'était pas aussi claire et les experts ont pu le déterminer facilement. De plus, l'accusation a souligné qu'en 1988, Martin fréquentait souvent une église dans la même rue que le bar, possédait une camionnette similaire et correspondait à la description d'un témoin qui avait vu une fille à côté de son véhicule. Le procès a commencé en décembre 2022. L'avocat de l'homme a immédiatement souligné que l'absence d'un profil ADN complet du coupable ne pouvait pas confirmer la culpabilité de son client. Ensuite, l'avocat a appelé 2 de ses experts. Le généticien a expliqué que la correspondance d'un profil ADN partiel avec une famille n'exclut pas que l'échantillon puisse appartenir à des parents éloignés, dont chaque personne peut avoir des centaines et des milliers. Martin lui-même a refusé de témoigner pour sa défense, et à la fin du mois de décembre, les jurés ont commencé leur délibération. Cela a duré presque une semaine et le 27 décembre, ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas pu parvenir à une décision unanime. Certains jurés pensaient que sans profil ADN complet, Martin ne pouvait pas être déclaré coupable sans aucun doute, et le juge a dû déclarer le procès comme nul. Début 2024, le procureur a déclaré qu'il chercherait un nouveau procès. Celui-ci commencera le 30 septembre 2024, et jusqu'à ce moment-là, Martin restera en prison. Il a maintenant 76 ans et a quelques problèmes de santé, ce qui augmente la probabilité qu'il ne puisse pas attendre jusqu'après le nouveau procès. Si le tribunal ne parvient toujours pas à le déclarer coupable, il pourrait être libéré et l'affaire de Melissa resterait non résolue.